Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère qui va être publiée avant l'élection du premier tour. Évidemment, je réagirai aux résultats, mais je pense que je suis un petit peu comme vous. Je suis vraiment impatient de voir comment les Français vont donner une opportunité à deux candidats d'aller au second tour. Comme je l'ai dit, si on suit une certaine logique mondialiste, globaliste, manipulable, force est de constater que Macron est destiné à rester en place. Et donc il sera au second tour, et que, quel que soit le candidat qui sera en face, on fera en sorte de mettre soit Marine Le Pen, soit Zemmour, ou Mélenchon. Même si, encore une fois de plus, avec Mélenchon, il y a un risque, parce que tout dépendra évidemment de ce que Mélenchon pourra tirer comme bénéfice en matière de report de voix. En matière de report de voix, tout ce qui concerne Marine Le Pen et Zemmour, force est de constater que les 2/3 de l'électorat du premier tour se reportera sur Emmanuel Macron. Donc c'est pour cette raison que, je le dis depuis plusieurs vidéos, le premier tour sera décisif du second tour. Revenons en Ukraine. Une nouvelle affaire. Une nouvelle affaire qui concerne, alors si je retrouve le nom de ce petit patelin, Kramatorsk. Kramatorsk, la gare où apparemment beaucoup de gens attendaient de prendre le train pour fuir la zone. Il y a de cela quelques jours, on a entendu les autorités ukrainiennes qui disaient oui, des Ukrainiens vont devoir fuir l'Est parce que l'armée russe va se concentrer sur la mer. Sauf que le problème, c'est que les autorités ukrainiennes ont oublié de préciser de quels Ukrainiens on parlait. Est-ce que c'est les Ukrainiens russophones qui vont fuir, mais qui vont fuir évidemment à l'arrière, c'est-à-dire en Russie? Ou est-ce que c'est des Ukrainiens ukrainophones qui vont fuir vers l'ouest? Pas de précision. Et comme l'affaire de Boutcha, alors Boutcha évidemment, vous avez remarqué que Boutcha commence un petit peu à se tasser dans les médias. On a eu van der Leyen qui est allé rendre visite, faire son petit tour, et on a vu cette vidéo, alors, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais où tout d'un coup, oh mon Dieu, des sacs mortuaires. Parce que le problème, c'est que sur Internet, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Et surtout qui se posent des questions par rapport à la version officielle. Alors surtout cette fameuse image satellite qui date du 14 ou 15 mars, fournie par une société américaine qui s'appelle Maxar, dont le siège est en Colorado, je crois. Et c'est effrayant de voir la naïveté des gens à dire « mais regardez, vous voyez, la photo satellite, hein, elle date de mi-mars, donc c'est la preuve que les Russes ont commencé à massacrer les gens dès la mi-mars, avant qu'ils se retirent, le 30 mars. » Excusez-moi, mais quelle est la véracité d'une photo où c'est marqué en haut à droite « 14 mars » ? Moi, je prends une photo satellite, je fais un Photoshop, j'écris 14 mars et je vous envoie ça en vous disant « voilà, vous voyez ?» Donc j'ai d'expliquer. Hein. Si on veut véritablement la véracité du cliché, il faut l'original. Parce qu'aujourd'hui, sachez-le, toutes les photos digitales, surtout les photos satellites, hein, elles sont digitales, pour être ensuite transmises directement sur les centres. Tout cliché qui est pris aujourd'hui par des satellites possède ce qu'on appelle des métadatas. Les métadatas, c'est-à-dire que ce sont des données complémentaires au cliché. Ce n'est pas juste des images, c'est que vous avez dans toutes les photos, alors les documents évidemment, les fichiers originaux, dans les fichiers originaux, vous avez des données sur la date, l'heure et les coordonnées, sauf qu'évidemment, médias, canalisation d'informations, compréhension, simplification, on marque en haut à droite ou en haut à gauche la date, c'est pris le 14 mars. Sauf qu'encore une fois de plus,
montrer des photos satellites avec des corps, comme quoi les corps étaient bien là le 14 mars. Ok. Prenons donc comme acquis le fait que ces corps sont bien là depuis le 14 mars. Donc ça fait plus de 2 semaines. Je rappelle qu'il y a des phénomènes biologiques sur des corps organiques qui fait que lorsqu'ils sont sans vie, il y a certains processus chimiques qui s'opèrent. Je rappelle, nous avons vu des images où on a évacué des corps qui apparemment gardaient encore une certaine souplesse. Je rappelle que la rigidité cadavérique commence à apparaître à partir de 8 à 12 heures. Et ce n'est qu'à partir de 24 à 36 heures que la rigidité cadavérique vient s'accompagner de ce qu'on appelle des nécroses. Les nécroses étant le résultat de la liquéfaction des organes internes. Donc, quand on voit la vidéo de ces corps dans cette rue qui a été photographiée par satellite le 14 mars, on a un sérieux problème de cohérence entre ce que la loi biologique impose et la version officielle. Donc c'est pour ça que, vu que là, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui commencent à poser des questions, qui commencent à faire des constats. Souvenez-vous, le fameux brassard blanc, ou ce brassard blanc qui a été récupéré pour justement entraver les victimes, les mains attachées dans le dos avec le même tissu blanc. Je pense que certains d'entre vous rappelleront dans les commentaires ce que signifiait ce fameux brassard blanc. Donc voilà, Boutcha, voilà, on va... Alors évidemment, l'Union européenne et l'ONU ont lancé le projet d'enquête indépendante. Sauf que vous comprenez bien que quand on commence à dire lancer une enquête indépendante, c'est-à-dire que déjà, là, il s'est déjà écoulé suffisamment de temps pour que toutes les preuves, ou du moins la moitié des preuves, aient disparu. Donc votre enquête, si vous débarquez dans une semaine, au mois d'avril ou au printemps pour enquêter, pensez bien que vous aurez déjà à peu près 90% des preuves qui sont soit altérées, soit disparues, soit modifiées, soit etc. Si vous voulez faire une enquête, c'est tout de suite, c'est maintenant, là, tout de suite. Or, il se trouve que comme par hasard, l'ONU, pourtant l'organisation des Nations Unies, n'a pas les structures, n'a pas l'autorité, n'a pas l'infrastructure, n'a pas la logistique pour déclencher immédiatement des processus d'enquête immédiates, ou tout du moins dans des temps très courts, pour aller enquêter sur place lorsqu'il y a massacre, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a accusation de crimes de guerre ou potentiellement crimes de guerre ou génocide. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, regardez tous les articles qui sortent aujourd'hui dans les médias, balançant un coup à droite, à gauche, balançant contre les Russes sont responsables de tout, etc. Et dès qu'on commence à poser des questions, etc., on est complotiste. Sauf que, ceux qui essaient de vous expliquer un petit peu le contexte, oui, alors l'Ukraine, 91, indépendance, révolution orange, 2008, 2004-2008, puis 2014, les dérapages, 2014, la Russie envahit la Crimée et intègre la Crimée, et séparatisme pro-russe à l'Est. Voilà ce qu'ils racontent, évidemment, pour contextualiser. Mais alors, déjà, le 2 mai 2014 à Odessa disparaît. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé le 2 mai 2014. Pour expliquer la raison pourquoi il y a eu un renforcement de l'idée de séparatisme à l'Est des populations ukrainiennes russophones. Rien. Mais alors, là où c'est le plus flagrant, le fameux avion MH17. Oui, vous vous souvenez cet avion commercial qui a été descendu, qui s'est écrasé en Ukraine?
Vous vous souvenez? Il a disparu de l'information, il a disparu de la contextualisation. Je rappelle, c'est un avion qu'on a accusé les séparatistes d'avoir descendu, alors qu'en réalité, beaucoup plus tard, lorsqu'on a commencé à avoir des enquêtes, alors des enquêtes, il y en a eu, hein, il y a eu des enquêtes indépendantes, qui ont été organisées évidemment par des organismes occidentaux, pour démontrer qu'il s'agit bien des séparatistes qui ont utilisé un missile pour descendre l'avion. Et il y a eu malheureusement des enquêtes commanditées par, je ne sais plus, je crois un comité danois ou suédois, etc. Parce que ces pays-là, au niveau de l'Union européenne, ils se sont dit, attends, nous là, on n'est pas d'accord sur cette version officielle, etc. On veut vérifier par nous-mêmes. Et ils ont vérifié. Et ils ont constaté qu'en effet, sur les restes de l'avion, eh bien, ils ont trouvé un truc qui, comme par hasard, n'apparaissait pas dans les rapports qui accusaient les séparatistes. Je rappelle, la version officielle, c'est que c'est un missile qui a touché l'avion. Sauf que les enquêtes de ces, je ne sais plus, ces Suédois, Danois, ou ils ont dit, mais c'est quoi ces trous-là qu'on voit sur la carlingue? C'est des impacts de balles. Je croyais que l'avion avait été descendu par un missile. Et du coup, cette fameuse affaire du MH17, elle a disparu. Plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une affaire qui fait la démonstration de la manipulation pour essayer de tirer une version plutôt qu'une autre à charge des séparatistes et non pas des Ukrainiens. Alors force est de constater que quand on a une affaire comme Boutcha, comme on a eu l'affaire de l'hôpital et de la maternité de Mariupol, comme on a eu l'affaire du théâtre de Mariupol, quand vous avez un missile qui tombe dans cette ville de Kramatorsk, je n'arriverai jamais à me souvenir de son nom, Kramatorsk, c'est ça. Évidemment, quand on regarde un peu la presse, etc., oui, alors missile tombé sur la gare. Selon les autorités ukrainiennes, il y a plusieurs centaines de morts, etc. Alors qu'en réalité, il y a 30 morts et 100 blessés. Et les organisations internationales, évidemment, traînent les pieds à essayer tout de suite d'envoyer des enquêteurs, tout là, maintenant. Pas dans un mois, c'est là, maintenant qu'il faut les envoyer. Mais non. Pourquoi? Parce que pour envoyer des enquêteurs, il faut les autorisations des autorités ukrainiennes. Eh ouais. Et donc, là où ça pose problème, alors, version officielle, c'est un missile tiré par les Russes contre une gare où il y avait beaucoup de monde, donc c'est encore la preuve que les Russes ont voulu tuer des civils. Voilà la version officielle. Sauf que le missile n'est alors ils ont retrouvé une partie du missile, à quelques mètres de la gare, avec inscrit dessus « Pour nos enfants ». Vous pouvez vérifier, je vous mettrai les liens, vous verrez les photos, etc. Ça circule sur Internet à foison. Donc, Kramatorsk, 30 morts, 100 blessés, et évidemment le coupable, c'est l'armée russe. Sauf que dans l'empressement de montrer les preuves, les victimes, les images, les vidéos, etc., eh bien il y a des détails qui ont tout de suite apparu étranges. En effet, déjà le missile. Alors le missile, il y a un petit problème. En effet, le 8 avril à 10h30, heure locale, alors que les habitants de Kramatorsk faisaient la queue à la gare pour évacuer la ville avant son encerclement complet, les forces armées ukrainiennes ont lancé dans la zone un missile Tochka-U à sous-munitions, provoquant une véritable bain de sang, plus de 30 morts et 100 blessés. Oui, je dis bien, les forces armées ukrainiennes ont lancé sur la zone un missile Tochka-U. Pourquoi est-ce qu'on dit forces armées ukrainiennes? Tout simplement parce que les Tochka-U ont été déclassifiés du matériel russe en 2017. Donc,
ce ne peut pas être un missile russe, puisque maintenant les missiles qui sont utilisés par les Russes, c'est des Iskander. Alors, en effet, petite nuance, on peut y envisager que les Russes aient utilisé un vieux missile qu'ils utilisaient autrefois, mais qu'ils n'utilisent plus officiellement, pour faire un false flag. Je dirais même, à la limite, peut-être que le missile a été tiré depuis la Biélorussie. Biélorussie qui, elle, continue à utiliser ce type de missile Tochka-U. Mais vous allez voir, c'est pas forcément évident. Donc sans surprise, les autorités ukrainiennes ont essayé de faire porter le chapeau à la Russie en prétendant d'abord qu'il s'agissait d'un missile Iskander. Donc vous voyez, déjà, en effet, on a des tweets qui ont été faits par les autorités russes et qui parlent de missiles Iskander. Mais évidemment, le problème, c'est que dès qu'ils ont commencé à avoir des retours sur Internet où des gens disent non, c'est pas un missile Iskander, c'est un missile Tochka-U, hop, tout de suite, ils se sont un petit peu ravisés. Et il y a même des gens sur Internet hein, qui même fournissent le lien officiel de déclassification. Ukrainian side immediately announced the shelling of the station by Iskander from a Russia side. Donc les Ukrainiens ont immédiatement identifié et annoncé que l'attaque avait été faite par un missile russe Iskander. Mais les photos qui tombent aujourd'hui sur Internet montre bien qu'il ne s'agit pas d'un missile Iskander, mais bien d'un missile de type 9M7901 OTR-21 Tochka. Donc des missiles qui ne sont plus utilisés par l'armée russe. Mais encore une fois, je laisse tout à fait la probabilité que les Russes soient servis d'un missile Tochka pour faire un false flag. C'est tout à fait possible. Les photos prises devant la gare de Kramatorsk par des habitants et immédiatement publié ne laisse aucun doute. Il ne s'agit absolument pas d'un missile Iskander, mais bien d'un Tochka-U à sous-munitions du même type que celui que les forces armées ukrainiennes avaient tiré sur le centre-ville de Donetsk le 14 mars 2022. Or, la Russie n'utilise plus de Tochka-U depuis 3 ans, car ces derniers ont été remplacés justement par les missiles Iskander. Le seul pays qui utilise encore les Tochka-U, c'est l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, la Bulgarie, le Yémen, le Kazakhstan, la Syrie et l'Ukraine. D'ailleurs, dans l'ouvrage de référence manuel de Military Balance de 2020, on voit très clairement qu'il n'y a plus de Tochka-U dans l'arsenal militaire russe. Donc vous voyez déjà, mais encore une fois, j'insiste, possiblement, si vous voulez faire un false flag, il faut être cohérent. Donc vous utilisez les armes de votre ennemi. C'est possible. Mais dans cette théorie de dire que si c'est les Russes qui ont utilisé un Tochka-U pour ensuite faire porter le chapeau aux Ukrainiens, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de tirer sur des civils? Pour ensuite dire, vous voyez, c'est bien les Ukrainiens qui tirent sur les civils. Est-ce qu'ils en sont à ce point de faire ce genre de choses? Je ne suis pas certain. À un moment, il faut arrêter de prendre les Russes pour des cons. Même s'il y en a, comme dans toutes les armées. Sauf que les systèmes de missiles utilisés pour les exercices étaient biélorusses et sont donc restés en Biélorussie. Et lors de ces exercices, les lettres Z et V ont été utilisées pour marquer les différents équipements. Donc ça, c'est pour éventuellement la possibilité que ce missile ait pu être tiré depuis la Biélorussie. Alors, techniquement, je ne suis pas certain que les Tochka-U aient une capacité de distance à ce point. De plus, sur la vidéo du transport d'équipement, on ne voit pas de missile sur le véhicule, ce qui indique qu'il ne s'agit peut-être même pas d'un Tochka-U, mais sûrement d'un système de radar 1L268 Credo 1S. Alors là, ça fait référence à une photo qui aurait montré qu'un véhicule porteur de missiles non loin de la zone, etc., alors qu'en réalité, apparemment, c'est en fait un véhicule de communication. Et puis, il y a aussi cet élément qui est assez intéressant. Alors, et si on regarde l'orientation du missile une fois tombé au sol? Je rappelle, le missile a été photographié, filmé, et on voit bien que le missile est à quelques mètres de la gare. L'orientation du missile, une fois tombé au sol, sa tête se trouve au nord-est et sa partie arrière au sud-ouest.
ce qui indique que le missile a été tiré depuis cette direction. Or, ce qui correspond à la direction de Dobropoliye, que le ministère russe de la Défense a indiqué comme étant l'endroit d'où le missile Tochka-U a été tiré sur Kramatorsk, n'est pas un territoire détenu par les Russes, mais un territoire détenu par les forces ukrainiennes. Or, cette zone est bien donc sous autorité ukrainienne. Dans cette direction-là, il n'y a aucune troupe russe à moins de 120 km, c'est-à-dire la portée d'un Tochka-U. La Tochka-U, on a donc là le range, comme on dit en anglais, qui est de 120 km. Et l'autre petit détail qui attire l'attention, sur le missile, il est écrit « pour les enfants ». Or, ceux qui ont pour habitude d'écrire ce genre d'horreur sur les munitions, ce sont les forces armées ukrainiennes, comme on peut le voir sur cette photo. Alors c'est une photo relativement ancienne, d'un soldat ukrainien du bataillon Azov, aux côtés d'un obus sur lequel il est écrit « le meilleur pour les enfants ». Alors il est indiqué que cette photo date d'il y a 6 ans. Enfin, si l'on regarde à qui profite un tel massacre, ce n'est clairement pas à la Russie. Bah oui, parce que, je veux dire, même si c'est dans le cadre d'un false flag, je veux dire, pourquoi gaspiller du temps et de la logistique pour lancer un missile, pour faire porter le chapeau à l'Ukraine? Enfin, si Moscou n'en avait rien à faire des civils, elle aurait bombardé l'Ukraine selon le tapis de bombes et l'opération militaire serait déjà finie depuis longtemps. Voilà, donc c'est-à-dire que si Moscou est vraiment dans cet état d'esprit d'en avoir plus rien à foutre, pourquoi s'emmerder à envoyer un missile depuis une zone où ils ne sont pas? Enfin, vous voyez. Et les soldats tchétchènes à Mariupol, c'est l'utilisation des civils comme boucliers humains qui ralentit leur progression. L'intérêt de la Russie et de la RPD, c'est que les civils évacuent. D'ailleurs, la RPD a appelé les civils de Slavyansk, de Kramatorsk, à évacuer avant que l'encerclement ne soit complet, afin d'éviter de servir de bouclier humain aux soldats ukrainiens. Alors ça, c'est voilà, pour quelques petits aspects techniques sur ce nouveau fait, ce nouveau phénomène, ce nouvel événement à charge du méchant russe. Sauf que oui, évidemment, quand on regarde les médias c'est la faute de la Russie, etc. Sauf que les médias donc, reprennent des informations de Reuters, d'AFP, qui elles-mêmes prennent des informations, en grande majorité, d'un monsieur qui s'appelle Serhiy Gaïda. Serhiy Gaïda, qui rend compte, sur son télégramme, l'envoi de ces 2 requêtes visant des civils confirme le scénario redouté par les autorités ukrainiennes. 2 requêtes. Bon. Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Gaïda, écrivait déjà sur sa chaîne Telegram que la fuite de la population s'avérait plus difficile que prévu, que les Russes ne respectaient pas le cessez-le-feu. Mais qui est Serhiy Gaïda? Serhiy Gaïda, c'est un entrepreneur qui fait un petit peu de politique, qui a réussi à trouver quelques postes dans les différents gouvernements qui se sont succédés depuis les années 2000, et qui a été nommé en 2019 gouverneur de la région de Luhansk Oblast par le gouvernement Lesinski, alors que cette région était déjà en situation séparatiste depuis 2014. C'est-à-dire qu'on prend des informations de la part d'un mec qui est déclaré, il y a une déclaration officielle du gouvernement, gouverneur d'une région qui n'est plus détenue par l'autorité russe, puisqu'elle a déclaré sa séparation, elle a déclaré son autonomie. C'est-à-dire qu'en gros, on prend nos informations auprès d'un gouverneur qui est en réalité un gouverneur fantoche. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous preniez des informations auprès d'un président d'un pays dont il n'est plus le président. Et donc, l'usage des missiles russes, c'était un missile Tchoka, une bombe à fragmentation, qui affirmait donc l'AFP,
un officier de la police sur place, et qui précise, il explose en plusieurs endroits sur une superficie de la taille d'un terrain de football, a-t-il ajouté. Les bombes à fragmentation se séparent en altitude pour libérer plusieurs petits explosifs. Donc ça veut dire que quand vous lancez le missile, il faut que le missile arrive à une vitesse de croisière et arrive à une certaine hauteur de sa cible. C'est à ce moment-là que sa tête explose, libère donc les explosifs, les multiples explosifs qui ensuite se répartissent sur la zone, et retombe. Sauf que, donc c'est-à-dire que c'est un missile qui en fait transporte des explosifs, et après le missile peut tomber ailleurs, pas à l'endroit où ça a explosé. Or, on a retrouvé le missile à quelques mètres de la gare. Donc la question est, est-ce que finalement ce massacre dans cette gare, est-ce que c'est bien un missile qui a explosé? Ou est-ce qu'on n'a pas fait exploser autre chose et puis on a posé le missile là pour dire, ah bah vous voyez, c'est ce missile-là. Donc vous voyez, enfin, je vais terminer là-dessus. De toute façon, la guerre en Ukraine devient quelque chose où tout va être bon, mais sur lequel il va falloir se poser bien cette question, à qui profite le crime? Donc je vous ai dit, on voit bien de toute façon, on le sent bien, que la guerre en Ukraine, et peut-être l'erreur de Poutine d'avoir attaqué l'Ukraine, parce que ça donne l'opportunité à l'Occident d'essayer de trouver tous les moyens possibles, inimaginables, pour faire porter le chapeau à des massacres, à des tueries, à des génocides, sur le dos de Poutine. Donc c'est un véritable sac de nœuds. C'est un véritable sac de nœuds dans lequel, de toute façon, comme pour l'affaire du MH17, seuls ceux qui garderont l'œil, gratteront un petit peu, finiront peut-être par avoir des informations, finiront par avoir des données techniques prouvées, vérifiées par des commissions officielles, et ces mêmes commissions officielles rendront des rapports, et ces rapports ne seront pas contredits par des organismes officiels, tels que le TPI par exemple. Sauf qu'évidemment, les médias ne relaient pas ou ne relayeront jamais ces informations pour laisser tout d'un coup l'opinion avoir un doute, avoir une suspicion. Parce qu'il faut conserver l'opinion dans la version originale, dans la version officielle. Donc, très sincèrement, n'attendez rien de l'affaire de Boutcha de la part de l'organisation internationale ou d'organisations internationales, si ce n'est peut-être dans quelques années où certains pays ne voudront pas signer les yeux fermés l'authenticité de certaines enquêtes, de certains rapports, et feront, comme je vous l'ai dit sur le cas du MH17, feront d'autres études indépendantes, ça va être le même cas ici. C'est-à-dire que là, sur Internet, on a des gens qui apportent les preuves avec des liens, avec des sources, que les questions existent. Je ne dis pas que c'est des preuves, mais que la question est posée. Mais une question à laquelle seuls des organismes internationaux, des observateurs, des enquêteurs, des experts pourront peut-être nous éclairer sur la question. Or, force est de constater que Boutcha, ça fait déjà plus d'une semaine et que pour l'instant, à part la présidente de l'Union européenne qui s'est déplacée sur place, qui a fait une grande visite à Kiev et qui est allée faire un petit tour à Boutcha, juste. D'ailleurs, je veux dire, mais quelle légitimité a la présidente de la Commission européenne pour aller là-bas? Je veux dire, pourquoi elle y est allée, elle, et pas Louis Michel, par exemple, qui est le président du Parlement européen. Lui aussi, il a peut-être une légitimité en tant que représentant, président de la représentation parlementaire démocratique européenne. Ben non, c'est la présidente de la Commission qui est partie là-bas. Avec quel statut, avec quelle légitimité, on n'en sait rien. Mais pas d'experts, pas d'enquêteurs internationaux,
pas d'enquêteurs indépendants dépêchés sur place pour collecter encore le peu d'éléments, le peu de preuves qui puissent encore exister. Donc dans vos conversations, bah oui, mettez ça en évidence. Dites bien que quand on veut dégommer un dirigeant tel que Poutine, toutes les méthodes sont bonnes. Enfin, elles sont bonnes pour ceux qui croient que ça marche, pour ceux qui savent que grâce avec l'insistance, l'empaquetage médiatique, etc., on réussira à dissuader la grande majorité de l'opinion. Et d'ailleurs ça marche, puisqu'on le voit sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de fragiles du bas qui plongent la tête la première et qui boivent ça comme du petit lait. Donc, nous ne pouvons que nous conforter pour nous-mêmes de nos propres opinions, de nos propres convictions, de notre capacité à avoir un minimum de bon sens et justement de savoir poser les bonnes questions, d'en collecter des éléments, d'avoir plusieurs réponses, de ne pas forcément faire un jugement définitif. Laissons la part aussi aux doutes, laissons la part aux possibilités, aux hypothèses, de peut-être avoir raison comme aussi d'avoir tort. Mais au moins, ça nous garantira une chose, c'est de ne pas être surpris. Et de ne pas être trop dans la conviction d'avoir raison de penser que, en gardant à l'esprit qu'il y a toujours une possibilité que. Je pense que c'est ce qui est le plus sensé. Donc voilà, encore une affaire. Donc, de toute façon, attendez-vous à ce que ça monte crescendo. Et puis la prochaine fois, je sais pas, ils vont foutre une bombe dans une école. Donc on va vous dire, il y a 60, 70 gamins qui ont été tués, etc. Vous savez, au point où on en est, pour essayer de dégager Poutine, ils sont capables de faire des génocides, ou de programmer des génocides, et ensuite faire porter le chapeau aux Russes, hein, au point où on en est aujourd'hui. Ce qui conforte bien qu'on est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse, parce que au point de voir la folie des hommes s'exprimer, en règle générale, de ce genre de folie, on ne ressort jamais rien de bon. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur un autre sujet sur lequel j'avais déjà abordé dans une autre vidéo, mais qui commence à prendre quelque chose de concret. Nous avons notre cher Jacques Attali qui vient d'écrire un dernier livre et dans lequel, eh bien, il milite pour la suppression de l'argent liquide. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est assez confidentiel, mais sur lequel actuellement on a beaucoup de gens qui réagissent. Qui réagissent pourquoi? Tout simplement parce que la guerre en Ukraine, le conflit international, la tension internationale auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, vous le savez, ont aussi cet avantage de cacher un petit peu certains dysfonctionnements économiques et même au niveau financier international. D'où la raison pour laquelle, aux États-Unis, certains sont en train de chanter dans les médias que s'il y a de l'inflation aux États-Unis, c'est à cause de Poutine. Alors qu'en réalité non, puisque l'inflation, elle avait déjà commencé avant même la pandémie. Mais encore une fois de plus, on jongle sur le fait que dans l'opinion, on considère qu'il y a peut-être 70 ou 80% de gens qui ne sont pas informés, qui ne s'informent pas, qui ne sont pas curieux, et qui donc boiront comme du petit lait la moindre connerie qu'on leur dira. Mais force est de constater que c'est aussi dans la guerre monétaire que là aussi cette guerre, que là aussi cette tension est en train de jouer. Si Poutine a décidé que les pays qui étaient hostiles à la Russie, mais qui étaient encore en affaires contractuelles, c'est-à-dire, je le précise, quand on a signé un contrat avec la Russie pour vous fournir du gaz, du pétrole, du charbon, etc., il ne suffit pas de dire non, stop, on arrête parce qu'on veut boycotter la Russie. Non, il y a un contrat. Donc si vous faites une rupture de contrat, toute rupture de contrat, il y a des pénalités. Donc c'est-à-dire que quand par exemple l'Allemagne décide de couper court avec le gaz ou le charbon ou le pétrole russe, eh ben c'est l'Allemagne qui va devoir payer des pénalités à la Russie. Donc vous comprenez pourquoi lorsque Poutine dit tous les pays hostiles qui ont des avoirs avec la Russie, là vous allez devoir les payer en roubles. Ah ben non,
contractuellement, vous avez dit que normalement, ça devait être payé en euros, etc. Ouais, sauf que moi, je décide de changer les règles du jeu, vous me payez en roubles. Ah bah, puisque c'est comme ça, on va dénoncer le contrat. Hein. Ah ouais, bah allez-y, dénoncez-le. Mais vous êtes redevable, puisque c'est vous qui êtes le client. Moi, je suis le fournisseur. Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'Allemagne, dans les décisions de l'Union européenne, de restrictions, de sanctions, etc., a essayé plus ou moins de glisser quand même une certaine possibilité de ne pas appliquer les sanctions tout de suite. Hein, de laisser un petit peu de temporalité pour essayer d'arrondir les angles, etc. Ou moins. Voilà. Là encore, j'ai envie de dire, il y a certains aspects économiques, financiers, que le commun des mortels ne peut pas comprendre, et qui pourtant ont des conséquences. Des conséquences sur le fait que on se rend compte que la mondialisation, la globalisation, c'est génial, c'est super, l'ultralibéralisme. Sauf que le problème, c'est que le jour où vous êtes dépendant parce que ça vous permet de faire des économies, parce que ça vous permet d'acheter des produits pas chers ou moins chers que ceux que vous pourriez produire chez vous, mais parce que chez vous, ça coûte des coûts plus importants, mais le jour où vous vous fâchez avec le pays avec lequel vous êtes en affaires, ferme les robinets. C'est le problème de souveraineté. Souveraineté militaire. La France avait toujours réussi à se développer en étant indépendante. Sauf qu'aujourd'hui, elle devient dépendante. On fabriquait des FAMAS, les munitions étaient fabriquées en France. Aujourd'hui, on va utiliser des fusils d'assaut allemands. Les munitions vont être achetées je ne sais où, mais ne sont plus fabriquées en France. Le jour où on se refâche avec l'Allemagne, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Et c'est comme ça dans beaucoup de pays. Et je dirais même, la guerre en Ukraine nous prouve aussi un problème. C'est que les Ukrainiens utilisent encore beaucoup de matériel d'origine russe. C'est pour cette raison que sur les chars, les matériels, les véhicules russes, il y a le fameux Z. C'est pour ne pas confondre avec les véhicules ukrainiens. Les Ukrainiens, et surtout le bataillon Azov, ils ont un bandeau bleu sur le bras. Un brassard bleu. Parce que le problème, c'est qu'au niveau des équipements, c'est tellement le foutoir que comment tu vas identifier un soldat ukrainien d'un soldat russe? Sauf s'il a évidemment son écusson Azov ici, mais quand le mec il est à 100 ou 150 mètres, vous n'allez pas... Excuse-moi, tu peux me montrer tes machins pour savoir si t'es un Ukrainien ou un Russe? Sérieux? Non mais... Ça rejoint un petit peu le problème d'ailleurs qu'il y a eu avec cette affaire... on voit une image qui a été utilisée sur la guerre en Ukraine, justement, où on voit un char qui tire sur quelqu'un qui passe à vélo. Alors tout de suite, évidemment, oh, regardez, il tire sur un civil à vélo, etc. J'ai dit, attendez. Quand vous êtes dans un char, et puis au bout de la rue, vous voyez quelque chose qui commence à traverser, est-ce que vous allez sortir du char et dire, excuse-moi, est-ce que tu es un civil à vélo, ou est-ce que tu es un soldat ukrainien avec un comment on appelle ça, un bazooka, ou pas un bazooka, enfin un tir, une arme anti-char. Hein, en plus, imaginez, vous tenez à votre peau quand même. Donc quand vous voyez quelque chose qui commence à apparaître au bout de la rue, etc., que vous dites, ça se trouve, si c'est peut-être un mec avec un missile anti-char, j'ai pas envie de me prendre un missile anti-char en pleine tronche. Vous tirez le premier. J'ai même envie de dire, alors attention, évidemment là, on juge de notre côté, tranquille chez nous, confort et tout, on ne connaît pas les situations de guerre, etc. Sauf que dans les situations de guerre aujourd'hui, moi j'ai eu des fois des histoires de la part de gens qui avaient été en Yougoslavie, et même ici aux États-Unis,
des gens qui ont fait l'Irak, qui m'ont raconté des trucs, et là tu te dis, mais parmi les civils, il y a vraiment des cons. Ils m'ont raconté, ils m'ont dit, mais t'as des mecs, ils se pointent avec leur bagnole, alors qu'ils voient qu'il y a une colonne de chars en position de tir. Ben non, les mecs, ils y vont. Ils se posent pas la question, oh là, attends, il y a des chars, machin, oh là, je fais demi-tour, je vais prendre une autre route. Non, non, les mecs, ils y vont. Ouais, je suis un civil, machin. Ouais, t'es un civil, bah ok. Boum. Donc ça aussi, c'est malheureusement un paramètre qui est malheureux, mais qui est à prendre aussi en considération, c'est que dans une zone de guerre, et ben comme chez nous, dans nos petits conforts de pays pacifiés, etc., il y a des cons. Et des vrais cons. Des gros abrutis. Mais des gros abrutis qui, malheureusement, se font tuer. Se font tuer parce qu'ils sont cons. Parce qu'ils ont fait le mauvais choix de croire que parce qu'ils sont civils, ben, ils peuvent traverser une zone sans se faire tirer dessus. Excuse-moi, mais non. Attention, là, je ne parle pas des snipers, etc., qui, eux, ont la possibilité de voir, de faire la différence entre un civil, etc. Même si encore, c'est toujours facile de dire, oui, mais vous voyez bien que c'est des civils. Hein, on voit bien que ce n'est pas des militaires. Oui, sauf que le problème, c'est que vous savez que vous avez des civils qui peuvent être des militaires déguisés en civils. Comme vous avez, dans certains pays, un certain fanatisme qui peut pousser des gens à devenir des human bombs. Donc, quand on est dans un pays où on sait qu'il peut y avoir des human bombs, bah, le principe c'est, vous avez un char, un véhicule militaire, un véhicule officiel, tout civil qui s'en approche, tir de sommation, s'il continue à s'approcher, on dégage. C'est comme ça, c'est la procédure. Alors, vous allez me dire, c'est inhumain, c'est pas inhumain, c'est de la procédure de sécurité. C'est de la sécurisation de zone. Sauf que dans le principe de sécurisation de zone, eh ben, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a une limite à ne pas franchir. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le problème, si vous voulez, je reviens là-dessus rapidement, mais le problème du fameux coup d'État du 6 janvier 2020 au Capitole à Washington. Hein, vous vous souvenez, c'est un coup d'État. Oh, les méchants américains, trumpistes, qui ont voulu faire un coup d'État. Sauf que le problème, c'est que quand tu fais une manifestation post-élection, bah, tu sécurises la zone. Sauf que là, apparemment, bah, y a des ordres qui n'ont pas été donnés, il y a des organisations qui n'ont pas été mises en place, et des décisions qui apparemment n'ont pas été prises. Volontairement, involontairement, ça c'est marrant, il y a eu des enquêtes du FBI, et en réalité, il se trouve qu'en effet, il y a eu des défauts, il y a eu des décisions qui n'ont pas été prises, il y a eu des alertes qui avaient été données, mais qui n'ont pas été considérées. Donc en gros, on est en droit de se poser la question si finalement le 6 janvier 2020 n'était pas provoqué et organisé. Je dis ça, je dis rien. Et donc, pour revenir à ce problème financier, la déstabilisation, la tension internationale démontre qu'aujourd'hui, fonctionner avec plusieurs monnaies d'un panier international, ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, surtout en plus quand le dollar est malade. Hein, je le rappelle, d'ailleurs j'avais dit ça sur pas mal de gens, j'ai dit mais imaginons, on dégage Poutine, on installe un ersatz et on va pouvoir continuer à dépouiller le pays. Évidemment, le dépouillage du pays, les matières premières, les ressources énergétiques, etc., vont aller dans les poches des mêmes, pas les vôtres. Imaginons, on fait tomber le régime communiste chinois et on met une belle démocratie. À votre avis, les Américains, ils vont se dire, bon, bah voilà, ça y est, on a dégagé les Russes, on a dégagé la Chine et tout.
croyez qu'ils vont rester là? Réfléchissez bien à ceci. La guerre en Ukraine, le conflit avec la Russie, le rétablissement certainement d'une nouvelle guerre froide, va peut-être permettre aux États-Unis de redorer le dollar, mais pour ça, il faut dégager l'Union européenne, et donc dégager l'euro. Ou tout du moins pousser des pays à peut-être quitter l'Union européenne, et ce qui veut dire quitter l'Union européenne, comme je l'avais déjà expliqué, ils reprennent une monnaie souveraine, mais cette monnaie souveraine ne peut pas permettre de payer les échanges internationaux, le commerce international, donc ils sont obligés d'utiliser une monnaie du panier international. On ne va pas prendre le yuan, on ne va pas prendre le yen, on ne va pas prendre la livre sterling, on ne va pas prendre l'euro, puisque par défaut, s'il y a des pays qui commencent à quitter l'Union européenne, on va dire que l'euro va s'effondrer, fatalement. Et donc, il ne reste plus que le dollar. À Washington, la Fed. Donc, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, dites-vous bien qu'à terme, l'Union européenne est déjà condamnée. Sauf si l'idée d'une monnaie mondiale venait à s'installer. Mais bien évidemment, une monnaie mondiale, ça veut dire qu'il faut déjà éliminer les monnaies existantes et commencer déjà à travailler sur la suppression de la monnaie liquide, de la monnaie physique. Et passer sur de la monnaie digitale. C'est-à-dire vos cartes bleues, votre œil, votre empreinte, votre carte avec ce que vous voulez, mais vous ne payez plus qu'en digital. Vous n'utilisez plus la monnaie, vous n'utilisez plus les pièces, vous n'utilisez plus de billets. Eh bien, c'est ce qui est en train de commencer à se mettre en place. Pour à terme, en arriver peut-être à une monnaie mondiale, parce que même si on a des monnaies du panier international, on se rend compte que dans le cadre d'un conflit, ça pose certains problèmes. Ça pose certains problèmes parce que ça pourrait très bien pousser des entités, des alliances à ne plus utiliser aucune monnaie, ou voire même utiliser d'autres monnaies du panier international que celles qu'on a l'habitude d'utiliser, en l'occurrence le dollar et l'euro. Donc vous imaginez que si demain la Russie, la Chine, l'Inde, plus d'autres pays d'Asie qui ne sont pas forcément très pro-américains, commencent à vouloir commercer dans une autre monnaie, en l'occurrence le yuan, pas bon. Pas bon pour le dollar. Pas bon pour l'euro. Donc vous comprenez pourquoi là tout d'un coup il y a un peu panique à bord. Et que là tout d'un coup l'idée émergente de dire ouais, ce qui serait bien c'est qu'on puisse mettre en place une monnaie mondiale. Comme ça la monnaie mondiale elle supplante toutes les autres monnaies. Comme quoi vous voyez, toujours se poser la question, à qui profite le crime et qu'est-ce qui se cache derrière des apparats, derrière des décors. Bref, regardez toujours ce qu'il y a en coulisses. Sur ces petites réflexions, je vous laisse. Demain, n'oubliez pas, votez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine, enfin pour avoir une analyse complète de ce premier tour des élections présidentielles. À très vite.